Alors, une rumeur, c'est quelque chose qui est d'abord très difficile à définir. C'est la première définition de la rumeur, c'est que c'est difficile à définir. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut quand même essayer de définir, malgré la difficulté, comme une information. Moi, je préfère le mot d'histoire, j'aime beaucoup l'idée d'une histoire qui circule. Et c'est une histoire qui circule de manière massive, ou apparemment massive, dans une société, sans qu'on puisse, de manière simple, trouver ni une signature, ni une origine à ce message. L'origine de la rumeur, le développement d'une rumeur et le surgissement d'une rumeur fait l'objet de toutes les spéculations des rumorologues, si on peut utiliser un néologisme rigolo, c'est-à-dire, en fait, on aimerait bien savoir s'il existe une manière type de surgissement des rumeurs. Malheureusement, il n'en existe pas. J'aurais tendance à privilégier, moi, une parmi d'autres. C'est-à-dire, parmi l'ensemble des modèles qui existent, et il y en a beaucoup, il y a énormément de modèles de surgissement de rumeurs, il y en a autant que de théoriciens. De mon côté, j'aurais plutôt tendance à privilégier celles qui mettent en place la puissance et le rôle des médias. Pour moi, depuis justement les premières recherches sur la rumeur du début du XXe siècle, le rôle des médias est primordial dans le surgissement et surtout la diffusion des rumeurs. Il y a, disons, 3 manières pour un média de diffuser des rumeurs de manière quasi involontaire. Par le démenti, quand quelqu'un vient dire dans les médias « non, je n'ai pas fait ce que la rumeur dit que j'ai fait ». Les émissions spéciales sur les rumeurs. Alors les émissions spéciales sur les rumeurs, évidemment, c'est étrange, mais c'est le meilleur moyen pour diffuser une rumeur. Vous prenez un journaliste, vous prenez un spécialiste, vous prenez 2-3 reportages un petit peu osés ou un petit peu croustillants, et puis voilà, ça y est, vous venez de diffuser l'histoire de 3 ou 4 rumeurs dans la société. Et donc après, il ne faut pas s'étonner que les rumeurs circulent. Elles sont diffusées à des millions de personnes en quelques secondes. Et la 3e manière, c'est la faute de presse ou la faute d'inattention. C'est le journaliste qui laisse passer une rumeur sans l'avoir vu passer. Et ça arrive aussi quelquefois que les journalistes se fassent avoir par les rumeurs, mais c'est assez rare en fait. Alors la rumeur circule effectivement sur Internet et de manière rapide, efficace, ça marche très bien sur Internet. Il faut se méfier du mot Internet. Le mot Internet désigne plusieurs réalités. Il y a au moins 3 réalités qui sont distinctes. C'est les courriers électroniques qui circulent sur Internet mais qui n'ont rien à voir avec les 2 autres réalités. Il y a les sites, qui sont aussi des sites internet, les sites web ou les blogs, qui sont les sites et qui peuvent être modifiés à peu près en permanence, mais qui n'ont pas de rapport avec le courrier électronique, ou peu. Et enfin, il y a les forums, ou les forums dans lesquels j'inclus également le chat, les différents moyens de communication rapide et quasi sans archives. Donc ces 3 moyens-là permettent évidemment à la rumeur de proliférer sur Internet. Cela ne veut pas dire que la rumeur prolifère de manière anarchique sur Internet. Quand on étudie un petit peu en détail le devenir des rumeurs sur Internet, on se rend compte par exemple pour les courriers électroniques que s'il est vrai qu'il est très facile d'appuyer sur le bouton « faire suivre à tout mon carnet d'adresses », on le fait très peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'on choisit en fait. Les études montrent qu'on choisit les gens à qui on le renvoie. Lorsque je fais suivre un message qui finalement s'avérera être une rumeur, je fais quand même un premier tri quand même intellectuel, c'est rationnel, c'est un acte rationnel. Ce n'est justement pas l'acte épidémique qu'on dit, on compare souvent la rumeur à un virus. Eh bien, un virus, lui, il ne choisit pas ses cibles. Un virus, il infecte tout ce qui passe. Eh bien là, on voit bien que lorsque je choisis, moi, à qui je l'envoie, j'ai déjà une idée préconçue de ce que je veux faire avec ce message-là. Donc là, à nouveau, c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de contrôle. Alors pour les sites web, on trouve évidemment beaucoup de rumeurs publiées sur les blogs, publiées sur les sites perso, des sites institutionnels. Mais là, à nouveau, il faut se poser la question du devenir de ces rumeurs-là sur le réseau. Pourquoi? Parce qu'il existe des sites, donc depuis 1991, si je me rappelle bien, les premiers sites de référence sur la rumeur. Le plus connu en France est hoaxbuster.com, c'est un site français et qui répertorie une centaine de rumeurs, disons typiques, qui reviennent systématiquement avec une vérification et des démentis. Oui, les sites web permettent de diffuser la rumeur,
Mais à nouveau, c'est très étonnant parce que d'autres sites web permettent de contrôler la rumeur. On peut, depuis peu, contrôler tout de suite, enfin très rapidement, la véracité, enfin, ou la présence d'une rumeur sur Internet ou pas, grâce à ces sites de référence. Le rapport entre la rumeur et Internet est un rapport complexe. C'est pas automatique, c'est pas déterministe, c'est pas facile à dire la rumeur est favorisée par Internet. Et puis troisième vecteur sur Internet de rumeurs, ce sont les chats et les forums. Par l'intermédiaire d'un clavier, en fait, vous vous retrouvez quand même dans une situation quasiment de face à face, puisqu'il n'y a pas d'archives. Les phrases sont très très courtes. On n'a plus affaire à la rumeur, on a affaire à la conversation, dans laquelle peut circuler la rumeur, mais comme il peut circuler plein d'autres choses. Le réseau Internet, et donc en particulier les sites web, est le lieu aussi de cette idée-là, en effet, que on a la main, c'est-à-dire le spectateur devient l'auteur de la nouvelle. Alors cela pose un problème qui est un problème finalement d'arithmétique bête, c'est que lorsqu'on s'appelle tf1.fr et qu'on diffuse une information, on touche, je ne me rappelle plus l'audience de tf1.fr, mais je crois que c'est quelque chose comme 1 million de personnes par jour, enfin c'est assez énorme. Quand je m'appelle, je sais pas, Lucien Martin, et que j'habite dans le fin fond de la Creuse, et que je fais mon blog pour réagir à l'information que j'ai entendue sur je ne sais pas quoi, le mouvement lycéen, le mouvement étudiant, sur le mode de vie des jeunes, je fais un blog et je fais un point de vue très circonstancié, avec des faits, je remets la vérité telle que je l'ai vécue et telle que je la vis tous les jours. Eh bien, ce blog-là, malheureusement, il existe sur le réseau Internet, mais il est fondu à l'intérieur de l'ensemble des blogs possibles, l'ensemble des sites possibles, et l'audience de ce petit blog-là, malheureusement, même si les informations sont certainement plus pertinentes, enfin j'en sais rien, mais dans mon exemple, elles le sont, plus pertinentes que tf1.fr, eh bien, ce blog-là sera invisible. On a la possibilité de devenir créateur de rumeurs facilement, mais on n'a pas la possibilité d'être lu ou entendu facilement. Ce paradoxe de l'Internet, on peut tout faire, mais ça ne veut pas dire qu'on sera lu ou vu ou entendu, est quelque chose qu'il faut toujours prendre avec humour ou recul pour se rappeler que voilà, la vérité est quelque chose qui est quelquefois caché bien profondément dans le fin fond de la 50e page de Google lorsqu'on lance une recherche sur une question quelconque. Ça ne veut pas dire que ni les gros sites ont raison, ni que les petits sites ont tort. Enfin, il y a toujours cette quête de la vérité à mener. Et alors, comment sait-on qu'on obtient la vérité? Mais on le sait en, je ne sais pas, probablement comme Hemingway disait, c'est pas l'issue du combat qui compte, c'est le combat. C'est-à-dire, il est intéressant de chercher la vérité, de la trouver. Je ne sais pas si on y arrive, si on y arrive finalement. C'est une question véritablement philosophique.